Ma présentation va porter sur des aspects de recherche et les attentes des patients quant à l'usage de la phagothérapie dans le contexte de la mucoviscidose. Je vais développer aussi le positionnement de l'association Vaincre la mucoviscidose dans ce domaine. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Il me semble important de rappeler des éléments de contexte. Avant tout, le fait que l'efficacité de la phagothérapie dans le contexte de la mucoviscidose n'a pas à ce jour été prouvée par des données issues de la recherche clinique. Il n'y a pas eu d'essais cliniques dans ce domaine. Aussi, plus généralement, le recours à la phagothérapie n'est pas autorisé en France. Seulement des cas très particuliers d'usage compassionnel à l'initiative d'équipes médicales sont encadrés par l'ANSM. Aussi, de nombreuses questions d'ordre scientifique, mais aussi réglementaire, se posent encore dans ce domaine. Deuxièmement, la médiatisation de la phagothérapie a été jusqu'à présent peu nuancée et peu détaillée, c'est-à-dire que n'a pas apporté les précisions nécessaires du contexte de l'accès, en particulier souvent dans les reportages, dans les articles grand public, on ne précise pas qui sont les bénéficiaires potentiels et donc le contexte de l'accès à la phagothérapie. Tout cela crée une très grande attente de la part des patients par rapport à un accès généralisé en France, mais aussi cela a encouragé au tourisme médical vers des pays qui pratiquent la phagothérapie sans standardisation particulière, comme par exemple en Géorgie, et en dehors de tout suivi médical. La crise sanitaire dans tout cela semble avoir mis un peu en stand-by cet engouement pour la phagothérapie, mais cela reste à confirmer. Quelles sont les questions qui restent ouvertes? Il y en a plusieurs, notamment concernant l'innocuité de la phagothérapie. Quelle est la possibilité d'acquisition de caractéristiques nuisibles par les phages utilisés en thérapie? Quel impact cela peut avoir sur la résistance bactérienne aux antibiotiques? Quel impact sur le microbiote pulmonaire mais aussi intestinal? Et quelle est la capacité aussi des phages à recombiner entre eux? Est-ce qu'il y a un risque? Et surtout, que faire en cas de problème? Les modalités d'utilisation des phages sont à préciser. Quelle est la voie, la fréquence d'administration? Est-ce qu'il s'agirait d'une voie orale, d'aérosol? Et surtout, quelle synergie avec les antibiotiques? C'est un ensemble de questions importantes, bien entendu, auxquelles il faut répondre avant une généralisation potentielle de la phagothérapie. Et aussi, le cadre juridique et réglementaire reste à définir. Donc, quel est donc, dans ce contexte, le positionnement de l'association Vaincre la mucoviscidose? Je vais aborder trois aspects. Le soutien au projet de recherche. L'objectif prioritaire, certainement, est celui de répondre aux attentes des patients et puis communiquer de façon claire et accessible. Pour ce qui est des aspects de recherche, l'association, depuis longtemps, soutient cette thématique. Je vous porte deux exemples récents, deux projets qui ont été soutenus dans le cadre de notre appel à projet annuel en 2020. Il s'agit d'un projet porté par Laurent Desbarbieux de l'Institut Pasteur de Paris. C'est une équipe qui a déjà beaucoup travaillé sur les phages et qu'on a déjà soutenu dans ce contexte. Et puis l'équipe de Laurent Kremer de l'Institut de recherche en infectiologie de Montpellier. Ces deux projets sont emblématiques du fait que l'association tient à s'investir dans ce sujet. Ils sont tous les deux innovants, ils explorent des pistes innovantes. Ils sont
il s'agit de recherche fondamentale, mais justement l'association veut souligner qu'il faut vraiment obtenir, cumuler des données précliniques de qualité pour se rapprocher au plus vite de la recherche clinique. Cela peut porter sur plusieurs germes. Hein. Vous voyez, le premier exemple porte sur des souches de Pseudomonas aeruginosa et le deuxième projet porte, lui, sur la phagothérapie contre Mycobacterium. Donc, ces données précliniques doivent servir à au passage vers la recherche clinique, ce qui n'est pas certainement évident. C'est pour cela que l'association a depuis quelque temps mis en place un comité de pilotage qui puisse accompagner ce passage vers un ou plusieurs essais cliniques, avec donc l'objectif de réunir toutes les conditions pour le lancement d'une phase clinique. Certainement, l'engagement de toutes les parties est essentiel. Bien entendu, la filière muco et en particulier le groupe mucomicrobes et la NSM, hein, avec laquelle on a déjà échangé à ce sujet. Un point critique est la production des phages. Nous avons déjà échangé avec la société Ferricides, hein, qui pourrait intervenir pour le développement des phages à usage clinique, leur évaluation de l'efficacité et de l'innocuité. Tout cela, certes, est très complexe dans le contexte actuel, mais nous avons quand même commencé à esquisser les étapes de ce processus. Avant tout, il y aurait l'établissement d'une collection de phages, la mise en place dans des conditions contrôlées et standardisées de phages ciblant Pseudomonas ou un autre germe important pour la mucoviscidose. L'évaluation préclinique in vitro et in vivo serait indispensable pour l'innocuité et l'efficacité sur des souches de Pseudomonas issues de patients ou d'autres germes issus de patients mucaux. Bien entendu, en parallèle de tout ça, il faudrait anticiper les questions réglementaires pour assurer la faisabilité d'une étude clinique, mais cela devrait se faire, bien entendu, en concertation avec l'ANSM. Anticiper aussi les questions liées à la mise en place de l'essai clinique, donc schéma de l'étude, critères d'inclusion, paramètres à mesurer, bien entendu en concertation avec les cliniciens des RCM, et tout cela conditionné à la construction d'un plan financier pour le développement clinique. Cela, encore une fois, est bien complexe, surtout dans la situation actuelle, mais c'est important d'avoir esquissé ce processus qui pourrait être activé dès que les conditions de faisabilité pourraient être réunies. Dans tout ça, en parallèle, on observe que le phénomène de tourisme médical et d'appel aux dons est en stand-by depuis, on va dire, 2019. Je vous ai mis ici l'exemple d'un site géorgien, d'un institut géorgien qui invite ses clients, hein, parce qu'il s'agit bien de clients, à s'adresser à eux pour de la phagothérapie, toute pathologie confondue, mais la mucoviscidose est bien mise en avant. Et également, je vous ai mis un exemple d'une collecte qui a été réalisée avec du succès parce que plus de 6 000 € ont été collectés pour permettre à une jeune femme de rejoindre la Géorgie et suivre le traitement proposé en dehors de tout suivi médical. Donc c'est une réalité que on ne peut que constater. Malheureusement, on n'a pas, on peut pas suivre dans le détail ces démarches qui sont des démarches individuelles. On a souvent des nouvelles avant, au moment de la collecte, mais pas après. Ça a été le cas pour cette jeune femme qui a rapporté de son séjour en Géorgie, mais pas des suites. Voilà.
pour l'instant, ces phénomènes sont en stand-by, comme je vous disais, mais par contre, la tentation de l'accès en dehors du système est toujours là. Il est très facile d'avoir accès à des sites comme celui que je vous montre pour acheter des traitements par correspondance et les faire arriver en France. Comment réagir à cette situation? La communication et la veille restent fondamentales. Bien entendu, être à l'écoute des patients et des familles est une priorité, comme aussi diffuser une information correcte et accessible. On essaye de recueillir les témoignages des personnes qui ont eu recours à la phagothérapie à l'étranger ou sur le web, mais c'est extrêmement difficile. C'est parfois, on peut lire des témoignages très positifs, mais qui s'arrêtent à l'immédiat de la cure, de l'expérience de la cure, et on n'en a pas des nouvelles par la suite. Et il est extrêmement difficile de recueillir des témoignages négatifs, même si on en a des échos en direct. Et bien entendu, c'est extrêmement important d'assurer une veille scientifique et réglementaire au niveau national et international pour pouvoir s'y adapter. Je vous montre enfin, pour terminer, un exemple de document que nous avons produit. Il s'agit d'une fiche qu'on a appelée « Le savez-vous ». Il s'agit d'une série de fiches d'information. Elle a été publiée en 2019. Il s'agit d'un document en 3 pages qui fait le point sur la phagothérapie dans le cadre de la mucoviscidose. On aborde des données de la littérature scientifique, mais de façon accessible. Donc, c'est un document qui est accessible au grand public, peut être diffusé aux patients et aux familles. Et on essaie d'y expliquer de façon simple les enjeux actuels avec des questions aux experts où on évoque notamment la possibilité de construire un essai clinique, la nécessité de construire un essai clinique avant de pouvoir généraliser un accès à la phagothérapie. Donc, c'est un document qui est disponible sur notre site internet et qui peut tout à fait être diffusé aux patients et aux soignants qui s'intéressent à la question. L'association reste bien entendu disponible aux questions dans ce domaine, mais est actuellement moins sollicitée, probablement du fait de la crise sanitaire et de la priorité d'autres interrogations. Notamment, par exemple, l'accès à la trithérapie qui est absolument prioritaire dans la communauté muco. Mais on reste à disposition et je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions aujourd'hui.